Bonjour à tous, c'est la dernière voie libre de la saison et on s'est dit qu'avant d'aller lézarder sur le sable, ce serait pas plus mal d'aller faire un tour côté cour et côté jardin en compagnie de celui qui pilote depuis bientôt 12 ans l'un des plus célèbres théâtres, non seulement de notre région, mais aussi de France. Ce théâtre, c'est le TNP, le Théâtre National Populaire de Villeurbanne, et le pilote, c'est vous, Christian Schiaretti. Bonjour. Oui, je suis le pilote. Pilote, amiral, commandant de bord Oui, patron. Patron, c'est pas mal ça. Dites-moi, un théâtre l'été, est-ce que c'est comme une école, vide et silencieux, ou est-ce que déjà ça bruisse de la saison prochaine? Alors c'est les deux à la fois. C'est silencieux, parce que l'activité tombe, parce que tout simplement il n'y a pas le public, et un théâtre n'est achevé que quand il y a le public en son sein. Et en même temps ça bruisse, parce qu'on prépare soit les travaux de la saison à venir, soit le Festival d'Avignon par exemple, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc il y a une activité dans un théâtre, mais il fonctionne en mode silencieux, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il est dans la... J'aime beaucoup, moi. C'est comme les dimanches, si vous voulez. On a l'impression de faire du théâtre entre soi. Voilà, entre soi et entre les lignes. Et c'est assez agréable. Oui, moi je l'aime bien. J'aime bien ces périodes-là. La saison vient de s'achever. Le bilan est bon? Oh, oui, c'est toujours un peu présomptueux de le dire, mais oui, il n'est pas mauvais en tout cas. 10 500 abonnés. La saison passée, c'est formidable. 136 000 spectateurs, c'est formidable, hein, dans le théâtre et en tournée. Donc oui, le bilan est excellent. Le bilan est excellent du point de vue, d'une part, sa fréquentation, ce qui est pour nous, et toujours, hein, la chose fondamentale. Et puis, il est bon du point de vue de l'équipe. Voilà, je trouve que vous savez, c'est un grand théâtre et c'est un personnel de haute qualité. Voilà. Quand je parle avec le personnel, j'en parle comme d'une grande maison de couture, si vous voulez. En disant, il y a un métier, il y a un savoir-faire, il y a une façon de faire. Et le TNP porte ça et c'est notre dimension. Alors après, on a le satisfecit public, première chose, et puis le satisfecit des créations. On a cette année surchauffé la maison. Le personnel de la maison a été exemplaire de ce point de vue-là, c'est-à-dire au rendez-vous. Mais on a eu une activité incroyable entre une saison au Congo et sa reprise, la création du Roi Lear, la continuation de l'aventure du Graal Théâtre et la sortie de la leçon du UNESCO, et puis maintenant la préparation du Festival d'Avignon. Sur une saison, vous voyez, c'est ce qu'on demande. En 3 ans, on demande ça à un directeur. On lui demande à peu près de faire ce programme-là sur 3 ans. Nous, on l'a fait en 1 année. D'accord. Alors, justement, vous parliez d'une saison au Congo. Mardi, vous allez recevoir, pour votre mise en scène, le prix Georges Lherminier du Syndicat de la Critique. C'est pas la première fois que vous l'avez, mais à chaque fois, une récompense, c'est important. Oui, c'est important. Surtout celui-là, puisque c'est le prix du syndicat de la critique. C'est-à-dire que c'est pas comme les Molières, c'est une stratégie commerciale plus compliquée. Le prix du syndicat de la critique, c'est la critique qui élit un spectacle sur l'année. Et puis celui-là, moi, il me touche particulièrement parce que c'est le prix de la décentralisation. C'est-à-dire que c'est un prix qui échappe aux fourches codines parisiennes. Il y a un grand prix qui correspond au spectacle joué à Paris. Et puis, il y a le prix Georges Lherminier qui correspond à des spectacles qui sont joués en région ou en banlieue parisienne, ce qui a été le cas de Congo. Et Congo s'est fait dans l'adversité, difficilement, avec un budget qui était très réduit, avec une troupe formidable, avec des citoyens villeurbanais et lyonnais d'origine africaine et qui ont porté le spectacle jusqu'à son terme. Et je suis très heureux pour mes camarades africains de cette aventure. Du Burkina. Vous allez retravailler avec ces comédiens parce que vous étiez venu nous en parler la saison dernière. Ça fait partie des éventualités de fin de carrière, ça. Il y a le TNP, il y a la Comédie Française, mais il y a l'Afrique. Ah, c'est une autre perspective, alors. C'est une perspective tout à fait sérieuse. Oui. On parlait des récompenses, vous évoquiez les Molières, vous en avez eu 2 en 2009, je crois. Sur Coriolan, oui. Sur Coriolan, celui du metteur en scène et celui du théâtre public. Ah bah j'ai bien. Oui, bravo. Bravo. Oui. Qu'est-ce qui vous touche le plus? Est-ce que je me doute un peu de la réponse. Est-ce que c'est la reconnaissance de vos pairs, du métier? Est-ce que c'est la reconnaissance de la critique, vous nous en avez parlé? Est-ce que c'est la reconnaissance du public? Je me doute un peu. C'est forcément la reconnaissance du public. Forcément, d'abord, après la reconnaissance de mes pairs, d'abord je commence à être un père parmi les pairs. Donc, en quelque sorte, vous savez, c'est un métier, on a remplacé l'émulation par la compétition. Et donc, un peu comme partout d'ailleurs. Et donc, en quelque sorte, ces reconnaissances, on s'en méfie toujours, parce qu'elles sont les lieux de jalousie, elles sont des lieux de suspicion. Donc, on s'en méfie. Donc ça, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Non, c'est la reconnaissance du public et comment le public a porté. Coriolan, dont vous parlez, il ne faut pas oublier qu'il est reconnu 2 ans après sa création, mais qu'il est porté à l'origine et sans prix par le public rhône-alpin. Et de ce point de vue-là, on doit à ce public-là d'avoir milité par sa billetterie pour le spectacle. La reconnaissance est venue bien plus tard. Donc, c'est le public. Voilà. En plus, le public de la région, vous avez une affection particulière, Ah bah oui. presque une forme de
D'admiration, non? Parce que oui. par sa constance, par sa qualité de public. Voilà, on le doit à l'aventure du TNP antérieure à mon arrivée, on le doit à Planchon, on le doit à tous les metteurs en scène qui ont travaillé dans ce théâtre et qui, au-delà, ont travaillé dans cette région. Il ne faut pas oublier que pendant un temps, le théâtre officiel, les théâtres nationaux étaient tenus par des metteurs en scène venus de cette région. Il y a une qualité de vie théâtrale exceptionnelle ici. Et il y a un public d'un grand raffinement, d'une grande réserve. Vous savez qu'en général, les gens qui viennent le disent, on le dit. C'est-à-dire que les Lyonnais, ils nous attendent, quoi. Donc ils ne sont pas déchaînés d'emblée. Non. Mais lorsqu'ils adhèrent vraiment. C'est un public de fidélité. C'est vraiment, sincèrement, un immense plaisir. Et ce serait une vraie douleur de le quitter. Alors, très vite, un petit retour en arrière. Comment est-ce que le théâtre est entré dans votre vie, ou comment vous êtes entré au théâtre? Il est entré parce que j'avais pas de travail et qu'il fallait que je trouve un boulot. Et donc, étant étudiant en philosophie, j'ai trouvé un travail de coursier manutentionnaire dans un des plus grands festivals de théâtre et d'autres arts français, à savoir le Festival d'automne, et que j'y ai travaillé pendant 7 ans et que j'ai appris à partir de la place la plus humble les arcanes du métier. C'est comme ça que ça a commencé. Alors après, j'ai fait du théâtre amateur, après je suis allé au conservatoire, après j'étais assistant, enfin après il y a eu tout un cheminement très long d'ailleurs et très C'est presque un hasard alors au début? C'est totalement hasard. Mon père ne savait pas écrire, donc si vous voulez, la question moi de la théâtralité n'existait pas chez moi. Ma mère, elle est venue pour la première fois à l'Odéon, elle avait 84 ans. Parce qu'il y avait Laurent Terzieff. Et ma mère, d'ailleurs, a donné la plus belle leçon qui soit, d'ailleurs, de leçon au théâtre public. C'est-à-dire qu'elle est venue habillée en sapin de Noël, si vous voulez. Pour elle, elle était toute décorée. Moi, j'étais un peu mal, comme tout fils avec sa maman. Je lui ai donné une invitation. Ma mère a eu cette réaction qui est très ouvrière. Elle a dit, c'est gratuit. Elle n'a pas dit, je suis invitée. Elle a dit, c'est gratuit. Et lorsqu'on lui a dit qu'elle était invitée, elle a eu cette phrase merveilleuse. Elle a dit, mais comment allez-vous faire? C'est-à-dire cette morale essentielle qui est celle de la billetterie, que chacun devrait toujours avoir en mémoire. C'est-à-dire que, vous voyez, dans ces temps de perturbation, en ce qui nous concerne avec les subventions, ou ce qui concerne les intermittents avec les indemnités chômage, il faut toujours se dire qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait aucune assistance et si on devait être lié totalement, notre survie était liée totalement à la billetterie. Vous voyez, cette question essentielle, elle est pour moi fondatrice, totalement fondatrice du travail que je fais. Elle est en moi et elle fait partie de ma vie. Ce qui explique sans doute... Voilà. Votre vision, votre conception du théâtre, et que le public, je pense, saisit bien aussi. Alors, on va avancer un petit peu dans le temps. De 91 à 2002, vous avez dirigé la Comédie de Reims. Oui. Je voudrais juste vous faire écouter ce que vous disiez en 95. C'est toujours désagréable, mais c'est pas grave. Sur le théâtre et la politique, vous mettiez en scène à ce moment-là Ahmed Sefache, l'un des fruits de votre collaboration avec Alain Badiou. Alain Badiou, oui. On vous écoute. On avait besoin d'hurler, de crier, et de ne pas se laisser aller à une dimension un peu compassionnelle. Un rapport au social, un rapport à l'exclusion, un rapport à la violence, culpabilisé. Comme si on était assujetti à une fatalité contre laquelle on ne pouvait rien faire et qu'on vivait dans la douleur. Ce que le théâtre, alors, fait largement. On a un théâtre compassionnel aujourd'hui, de l'alarme. Et nous, on veut un théâtre de l'alarme. Il me paraît très important que le théâtre soit le lieu d'une prise de parole politique, vivement politique. Vous savez, il y a malheureusement au théâtre aujourd'hui des mots obscènes. Dans cette pièce, on entend le nom de Charles Pasqua, on entend le nom de Jean-Marie Le Pen, vraiment, sur un plateau. Je ne vois pas en quoi c'est obscène. Et le théâtre, c'est peut-être trop exclu de la question politique. Alors, 19 ans après, vous ne changeriez pas une virgule non. Ce que vous avez dit? Et les choses n'ont pas tellement évolué. Tout à fait, oui. Je pense que le théâtre a une obligation d'énergie, en tant qu'art, a une obligation de soleil. Le théâtre est un art solaire et pas un art du crépuscule, et qu'il y a des obscurités qui donnent gage à la profondeur, alors qu'en fait, dans l'obscurité, il n'y a pas de profondeur, il n'y a que de l'obscurité, et qu'on a une obligation d'affronter le politique de face. Et quand je dis dans cette interview qu'il y a des mots obscènes, je veux dire qu'à ce moment-là, effectivement, on était sur des attitudes, si vous voulez, lacrymales sur le plateau, mais on ne parlait pas, on ne portait pas une question politique vive. Quand je fais une saison au Congo, c'est bien la question. C'est-à-dire qu'on prend la réalité politique telle qu'elle est, et puis on l'exprime et on la parle. C'est pas forcément facile, mais on n'est pas dans l'imagerie, si vous voulez, compassionnelle d'un monde qui ne va pas. La question ne m'intéresse pas, et là, elle ne m'intéressait pas, et je ne retire rien du tout de ce que je disais là. Ça n'a pas bougé d'un iota. Alors, un autre de vos chevaux de bataille, le terme n'est pas forcément juste, enfin, des choses qui vous tiennent à cœur, c'est l'importance d'avoir une troupe maison.
Ouais, déjà, voilà. Bon. D'où, alors, dès que vous êtes arrivé au TNP, vous avez voulu nouer des liens très étroits avec l'ENSAT, qui est l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, ce qu'on appelait avant l'école de la rue Blanche, et qui est à Lyon depuis 97 à peu près, je crois. En un mot, pourquoi c'était si important d'avoir des liens avec les comédiens en formation, et pas que les comédiens d'ailleurs? Avec la jeunesse. Hein, c'est-à-dire que le théâtre a à voir fondamentalement toujours avec la jeunesse, fondamentalement. Et que la question de la transmission et du relais doit se poser très vite. Donc si vous parlez en termes de troupes, si vous voulez avoir des acteurs dans un théâtre, ce qui est une tautologie, est-ce que vous posez la question pour un restaurant, pour un hôpital? Iriez-vous vous faire soigner dans un hôpital où on vous dirait il y a tout un appareillage de service, mais il n'y a pas de médecin, ils viennent de temps en temps. Bon, c'est une tautologie. Donc il faut qu'il y ait des acteurs et des actrices dans les théâtres d'une part, et d'autre part qu'ils fassent partie d'une école, c'est-à-dire d'une école de pensée, et d'une école technique. Alors donc, dès qu'on part le plus tôt possible, c'est-à-dire à l'école, et qu'on crée fidélité ensuite avec un engagement professionnel, d'abord, moi, ça me sert, c'est-à-dire que ça me fait une équipe cohérente, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que ça donne des garanties et un espoir à une jeunesse vis-à-vis du monde tel qu'il va, si vous voulez. C'est une réponse à porter. Alors, je ne la portais pas pour tous les acteurs, évidemment, parce que sur une promotion de 12 ou 15, je ne pouvais pas en engager 12 ou 15. Mais les 3 ou 4, ou quelquefois le seul que j'engageais, était la preuve, pour ceux qui n'étaient pas engagés, qu'il y avait quelque part des gens qui prenaient leurs responsabilités et savaient partager la galette, quoi, en quelque sorte. Ce qui n'est pas simple, pour eux comme pour moi. C'est-à-dire que ça suppose qu'ils travaillent tous les jours. Vous savez, un acteur au TNP, il salue sur scène 110 fois dans l'année. 110 fois, il salue. Bon, ça veut dire qu'effectivement, il répète en même temps qu'il joue. Donc ça suppose une dévotion, un travail, mais ça suppose aussi que c'est le meilleur moyen de se former et le meilleur moyen d'être pertinent. Je ne crois absolument pas à l'évolution d'un acteur qui ne travaillerait, ce qui est le cas dans la moyenne nationale, que 60 jours dans l'année, c'est-à-dire le temps de la répétition, le temps de la représentation. Il faut jouer, et plus on joue, plus on acquiert. Ça, j'en suis certain. Les comédiens de Reims, comme les comédiens du TNP, moi j'ai bien vu par le grain de la voix l'acquis. Je le vois quand on règle on en tournée, on arrive et puis on sonne les voix. Et ben je vois tout de suite, mais très vite, ceux qui viennent d'arriver et qui sont encore un petit peu des canards boiteux, et puis ceux qui ont 5, 6, 7, 8 ans de travail et qui placent leur voix immédiatement. Bon, ben ça, si vous voulez, c'est à l'usage. Voilà, c'est un métier où il faut travailler régulièrement. C'est pour ça qu'on a des outils publics. Si vous voulez, on a des outils publics pour garantir cette dignité-là. Parce que se vendre n'est pas digne. Être dans une situation d'attente et de se dire est-ce qu'on va m'employer est une situation douloureuse et qui n'est pas fructueuse pour notre métier. Nous devons garantir le plus longtemps possible la régularité d'un travail et notamment à la jeunesse. Alors justement, on va leur poser la question. Vont nous rejoindre 2 des comédiens de la troupe du TNP qui sont tous les 2 passés par l'ENSAT. Juliette Rizou et Olivier Borle, je ne vous présente pas. Non, ça va. Je connais un peu. Alors vous avez été tous les 2 les élèves de Christian Schiaretti, plus vous, Juliette. Je crois que Olivier, vous étiez plutôt sur la fin de votre cursus quand il est arrivé. Est-ce que c'est un bon prof? Bah oui. En même temps, c'est difficile, mais... Non, mais puis je le pense sincèrement et profondément. Pour moi, il a été un peu une révélation en 2e année. C'était le premier en tout début de 2e année. On avait fini notre année avec, je ne dirais pas son nom, une dame qui avait été assez dure et qui travaillait surtout sur l'acteur, mais personnellement, elle était dans une attaque profonde de ton être. Donc à 19 ans, c'est un peu rude. C'est un peu dur, des fois, ces attaques-là. Et Christian est arrivé et il a porté au premier plan le texte, tout simplement. Et pour moi, ça a été une révélation de me dire que oui, c'est le texte qu'il faut porter en premier, l'amour du mot, la saveur du langage, du texte français. Et surtout, il a créé aussi un groupe, un collectif. Et il y avait déjà... oui, ça, c'est quelque chose qui ressort assez souvent. Les prémices de la troupe qui étaient là. Voilà, c'était pas des individualités, c'était... de bande, presque, j'ai envie de dire. Olivier, comment est-ce que vous définiriez, et Juliette aussi, sa vision du théâtre? C'est difficile, en quel cas, puis vous rectifierez si c'est pas juste. Oui, puis j'ai des sanctions possibles. J'imagine bien des mesures de rétorsion. Donc comment est-ce que vous définiriez sa vision du théâtre, son théâtre, tel qu'il le voit? Je trouve qu'il l'a déjà pas mal défini jusqu'à présent, la pratique collective et quotidienne, la discipline que ça exige, en tout cas pour l'acteur, mais pour le metteur en scène aussi, parce que s'astreindre une troupe... beaucoup de metteurs en scène ne le font pas parce que tout simplement il faut aussi, ça sous-entend de les nourrir de rôles, de textes, de travail. On ne peut pas avoir
10-12 acteurs et puis les laisser moisir dans un coin. C'est ce qui se passe s'il y a qu'un spectacle par an, par exemple. Je pense que la troupe a obligé Christian à aussi créer beaucoup de spectacles parce qu'on était tous avides de jouer. Donner à manger, quoi. Donc je pense qu'il y a... Oui. Enfin, c'est-à-dire que moi, je définirais son théâtre comme ça. C'est-à-dire une conscience très claire quand même d'être dans un théâtre subventionné et pas dans un théâtre privé. Donc du coup, à partir de là, déjà, ça définit un cadre très fort. Et à l'intérieur de ce cadre, être dans une maison comme celle où on s'est rencontrés, à savoir le TNP, avoir une troupe permanente. Déjà, ces 3 paramètres-là définissent énormément le champ d'action et la qualité, la nature de ce qu'on y fait, quoi. Est-ce que c'est un directeur de troupe, un patron qui fait confiance aux comédiens, qui n'hésite pas à confier des rôles importants à des jeunes comédiens? Ah oui, enfin, pour le coup, j'ai l'impression d'être la preuve vivante de ça avec la Jeanne de Delteil et puis la Reine d'Henri Blas, qui a été quand même le spectacle d'ouverture du nouveau TNP. Donc c'était une sacrée preuve de confiance et je lui en remercie pour ça d'ailleurs. Parce que ce qui fait grandir aussi, quand tu as aujourd'hui 29 ans, presque 10 ans de troupe, enfin pas tout à fait, mais j'ai pu jouer sur la scène de la colline, ouvrir le nouveau TNP, c'est historique. Enfin, pour moi, je pense que c'est la première et la dernière fois de ma vie que je vivrai quelque chose comme ça. Donc, témoigner de la confiance comme ça, de ne pas avoir peur de prendre des risques vis-à-vis des comédiens qui travaillent avec vous, c'est un devoir aussi pour un patron de théâtre? Oui, c'est un devoir, mais au-delà de ça, c'est une technique. Si vous voulez, c'est très curieux, parce qu'on a un rapport à cet art qui est un art collectif, et on se pose des questions qu'on ne se pose pas pour le football. Oui, on sait tous qu'un entraîneur de foot, il est obligé... parce que ça m'intéresse le sport, parce que c'est un lieu où l'effort consenti, l'inégalité des forces en présence est acquise et acceptée par tous. C'est-à-dire qu'on ne considère pas qu'on est tous égaux à partir du moment où on a décidé de faire du théâtre. Il y a des talents. Voilà. Et le rôle d'un metteur en scène, si tant est qu'il puisse avoir cette vision-là, c'est de les percevoir et de dire là, il y a une qualité que je vais aller chercher. Juliette, moi je me souviens très bien, je lui avais dit très vite, il faut que tu reprennes la Jeanne de Delteil parce que tu as en toi ça. Mais Juliette ne le savait pas. Donc moi, mon boulot, c'est de le révéler. Mais elle ne le savait pas. C'est la seule chose que je peux lui reprocher. Mais de l'avoir, elle l'avait. Et ça s'appelle le talent. Et c'est l'inégalité sur laquelle on est fondé. Alors, si on le parle dans le domaine du sport, ça ne posera aucun problème à qui que ce soit de considérer qu'il y a certains talents qui sont supérieurs à d'autres. On va dire, c'est Benzema, on va s'appuyer sur lui parce que, et on trouve ça normal. Eh bien, c'est la même chose dans le théâtre. Alors, vous avez une équipe, vous devez sans arrêt la tenir, faire attention à ses frustrations. C'est beaucoup plus difficile de diriger un acteur qui est frustré et qui peut faire la gueule qu'un acteur qui est surbooké de travail et qui est dans l'enthousiasme de sa dépense. C'est plus facile, donc vous y allez. Après, vous prenez des risques, oui, mais pas plus que si vous étiez dans une distribution de gens choisis dans un champ incohérent. Comme dans une équipe sportive, la cohérence fait le travail. Et quelquefois, la vedette détruit la cohérence et on y perd. On y gagne en brillance, mais on y perd en cohérence. Moi, la chance que j'ai eue avec ces jeunes, enfin, qui sont plus si jeunes que cela aujourd'hui, parce qu'ils ont leur parcours, c'est cela. Alors, Juliette dit, je ne connaîtrais pas. Mais si, Juliette, tu connaîtras. Bien sûr que si. C'est parce que... Mais c'est un ferment, c'est ce qui pourrait être de l'ordre de l'exception et de l'ordre de l'exemplarité. Donc cette exemplarité, tu en seras la militante. Donc si tu es fidèle à cette exemplarité, tu le revivras. Mais simplement, je trouve terrible, si vous voulez, de ne pas donner à une jeunesse l'utopie de son devenir. Voilà, ça c'est terrifiant. Et quand on peut offrir ça parce qu'on est pédagogue et qu'on est donc responsable, puisqu'on gagne de l'argent, on est salarié par l'enseignement qu'on produit. Donc il faut qu'on soit à la hauteur et qu'on rembourse en quelque sorte l'argent qu'on a reçu par de l'engagement, surtout quand on a les moyens de le faire, ce qui est mon cas. À partir de là, vous développez, non pas un risque, vous prenez de la jeunesse ce qu'elle a d'audacieux, voilà, presque d'inconscient. On y va. Et cette énergie-là, mon Dieu, mais elle vaut toutes les compétences. Si tant est qu'il y a un talent. Oui. Voilà, moi sur 12 acteurs, les 12 dans une promotion, j'ai pas pris tout le monde, mais j'ai fait des choix, et ces choix, je les ai construits aussi bien d'ailleurs par le talent brut
que par le talent relationnel. Olivier est un catalyseur, est une régulation à l'intérieur, parce qu'il a une psychologie, ça fait partie du métier. Alors, le fait de faire partie donc d'une troupe, d'une maison, est-ce que le revers de la médaille, est-ce que c'est pas une situation finalement, on y est bien? Ce qu'on y fait est intéressant, on a bien compris que c'était une aventure dans laquelle vous vous épanouissiez. Est-ce que c'est pas justement un frein à un moment pour tenter autre chose? Non, je pense pas. Je pense que ça fait partie des vigilances à avoir, mais comme pour tout artiste ou tout interprète, qui soit dans une situation d'intermittence pure ou de permanence, chaque situation a chaque parcours a ses écueils. C'est sûr qu'il faut, quand on est à l'intérieur d'une troupe, être bien vigilant à rester, à pas s'asseoir sur un certain confort, mais en même temps, l'exercice du plateau est toujours un exercice périlleux. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on nous a enseigné les choses. Donc. En tout cas, ce qui est très agréable, je trouve, de travailler dans une troupe, c'est qu'au fur et à mesure, on a un langage commun et on travaille vite et bien ensemble, parce qu'on se découvre pas. Enfin, on se découvre quand même à chaque fois, mais on a le même vocabulaire, donc on peut créer des spectacles en peu de temps ensemble. Et ce que je voulais dire aussi, si vous voulez, c'est que commencer au sein d'une troupe comme celle du TNP, dans un théâtre comme le TNP, c'est comme un peu, on a un peu l'impression, passer le permis avec une Aston Martin. Après, vous vous dites, je vais conduire des saucissons. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends, mais non, je vois pas les choses comme ça. Je pense que la ligne d'étiage, l'enjeu, il est toujours finalement au plateau. On a un enjeu d'artiste premier. Après, qu'on l'exerce dans telle ou telle condition, évidemment, ça change beaucoup de choses. Mais moi, personnellement, je garde toujours un enjeu d'artiste premier, de spectacle. Quand on est face à un public, quand il y a une ligne, c'est celle du plateau, et le plateau, il ment pas, il triche pas, il nous le renvoie selon qu'on soit bon ou pas bon, ou moins bien ou mieux. Ça, on se le prend de toute façon, quoi, quel que soit le lieu où on le pratique. Après, évidemment, c'est une aventure humaine passionnante, la troupe, avant d'être un luxe et un confort. Vous pensez pas... Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut d'abord bien comprendre qu'il n'y a pas de troupe en France. Donc, ce que nous faisons au TNP est unique. Oui. Et que donc, de ce point de vue-là, les acteurs qui en participent militent involontairement, de toute façon, un esprit qui n'est pas dominant. Première chose. Ensuite, il y a peut-être un risque de fonctionnariat de la permanence. Il peut y avoir un risque de fonctionnariat de l'intermittence aussi. Oui. Il ne faut pas non plus... Ce que je voulais dire, parce que c'est de belles conditions. Voilà. Alors, voilà. Pour les belles conditions, les risques sont à la hauteur des belles conditions. Lorsque vous avez à jouer à côté de Laurent Terzieff et que vous avez 26 ans, lorsque vous avez à jouer à côté de Serge Merlin et que vous avez 26 ans, la remise en question est à la hauteur de l'Austin Martin. C'est-à-dire qu'il faut savoir prendre un virage et que quelquefois, il est plus facile de prendre un virage avec une 2 chevaux. Une 2 chevaux, c'est le mauvais choix. Avec une Twingo, que de le faire avec une voiture puissante. Donc, les risques qui sont pris existent. Ça serait vrai ce que vous disiez si on n'était que dans le cadre de la permanence. On n'est pas que là-dedans. Il y a une façon de faire qui a associé d'autres acteurs, des intermittents de la région qu'on entretient au quotidien, c'est-à-dire qu'on a une formation continue de façon à créer une cohérence stylistique, et puis des acteurs qui viennent de l'extérieur et qui sont tous faits pour nous percuter. C'est-à-dire, là encore une fois, l'idée de l'inégalité fondatrice de nos arts, on a besoin de gens incontournables. Ce qu'on appelle incontournables, c'est des grands, quoi. Merlin, c'est un grand. Quand vous êtes face à Merlin, je vous assure, il faut vous accrocher. Et donc, de ce point de vue-là, le confort qui est le leur est relatif. C'est un confort, alors oui, du quotidien, mais avec les subventions qui sont les nôtres, avec l'effort que produit cette République pour la culture, même si elle est en récession très signifiante, n'empêche que l'effort a été fait, on crée les conditions de vie. Mais je trouve que ces conditions de vie sont normales. On faisait le compte tout à l'heure au maquillage du nombre de naissances. On arrive à 10 naissances dans la troupe. Je suis certain que ces naissances sont aussi liées à la permanence et au fait qu'on a une régularité et qu'on assure à ces comédiens un quotidien. Et que du coup, ça se fait, et à ces comédiennes. Si vous saviez, la question féminine dans ces métiers est liée beaucoup à cela. C'est-à-dire beaucoup de femmes n'ont pas d'enfants
parce que le spectre d'emploi va de 25 ans à 45 ans d'une façon quasiment continue pour tous les rôles, et qu'une grossesse est une apnée préjudiciable à son devenir. Moi, je suis heureux de pouvoir dire que en créant les conditions, c'est vrai, de vie simplement de vie au quotidien, ça crée aussi une inscription objective, quoi. J'ai été jeune aussi et je n'ai pas vécu dans ces conditions, très très loin de là. C'est pas pour autant que je dirais, les gars, c'est bien, ça va être dur et vous allez voir, parce que j'y crois pas. Hein, j'y crois pas. Je crois qu'il faut le faire vite, jeune et le plus possible. Puis ils commencent. Ils ne sont qu'au début. Eux, ils pensent par l'aventure que c'est déjà du passé, ou c'est déjà leur vie est passée ou est faite là. Mais non. On a fait le pot. L'arbre va pousser. Vous avez participé à des des pièces fleuves, j'ai envie de dire des monstres, hein, parce que c'est un peu aussi votre marque de fabrique. Vous vous attaquez à des gros morceaux. Pour des jeunes comédiens comme ça, comme vous, est-ce que c'est pas là aussi une opportunité assez inouïe, assez extraordinaire? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je suis arrivée au TNP avec Par-dessus bord. J'étais comme ça. 6 heures. Oui, voilà, c'était inouï. Puis même danser à côté de Gage-Paty. Voilà, j'étais une petite fille en admiration devant ce travail, devant toutes ces personnes-là. Et puis Christian, il nous apprend aussi l'humilité. Avant d'avoir un rôle un peu conséquent, il y a quelques années, il ne nous met pas tout de suite en avant de la scène à nos risques et périls. On a du temps et c'est agréable. Est-ce que, pour là aussi les comédiens que vous êtes, aujourd'hui, est-ce que le passage à un moment ou à un autre à la mise en scène, c'est une espèce de passage obligé maintenant? Obligé, non, je pense pas. Enfin, j'espère pas, parce que ce serait triste qu'on soit obligé de faire de la mise en scène, parce que c'est plutôt un sacerdoce agréable, enfin en tout cas qui est beau, quoi. Donc non, j'espère qu'on n'est pas obligé. J'espère que les gens qui en font ne se sentent pas obligés de le faire. Mais c'est vrai que ça vous avez sauvé le pas, là. Oui. Moi, oui, parce que ça fait longtemps que c'est une chose qui m'intéresse. J'ai appris à l'ENSAT, on m'a formé à être acteur, mais on m'a aussi beaucoup formé à aimer regarder et à aimer réfléchir aux acteurs et à réfléchir comment fonctionnait le mécanisme théâtral. Et donc, du coup, assez naturellement, je me suis un peu aussi dirigé vers ça. Vous les encouragez, vos comédiens, à faire de la mise en scène? Oui, non. Moi, j'encourage déjà pas mes enfants à en faire, ou à vouloir faire du théâtre. Donc, si vous voulez, non, pas plus que cela. Pas plus que cela. Je pense que la mise en scène n'est pas une décision. Je pense que la mise en scène est une cooptation, et qu'on est metteur en scène sans le savoir. Et qu'au fond, ça commence toujours, si vous voulez, par... on peut être metteur en scène parce que le soir, après une tournée, il faut aller manger, et que c'est celui qui trouve le restaurant qui est capable de créer la fédération possible énergétique qui emmène. Et ce type-là, on va le retrouver aussi à donner rendez-vous pour les maquillages. Ensuite, puis on va se dire, mais quand il y a un problème, on va vers lui. Ça commence par là. C'est-à-dire le gars qui résout les problèmes. Et finalement, un metteur en scène, c'est celui, souvent, qui n'achète pas ces solutions, mais qui les invente. Donc à partir de là, il y a une cooptation qui s'organise dans un groupe. Donc je laisse venir ou je laisse faire. Par contre, quand il y a un désir ou une volonté, en général, j'essaie d'accompagner et d'aider en me dégageant, en essayant d'avoir le moins possible de position de surplomb, faire de jugement. J'essaye de laisser aller parce que je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, et que je pense que les groupes instinctivement le savent plus que ma raison peut le supposer. Merci à vous deux, parce que le temps passe vite. On est déjà au bout de cette première partie. On vous retrouve très vite cet été à Avignon pour mai, juin, juillet. Oui. On sera là. Alors ça, c'est le truc, la question fermée, je m'enferme tout seul. Merci Juliette Rizou, merci Olivier Borle. Il est midi, on va s'interrompre le temps d'un petit point sur l'info régionale. On se retrouve juste après, toujours avec vous, Christian Scaretti. On parlera plus spécifiquement de l'actualité du spectacle vivant et puis de vos projets immédiats. Pour les infos, on retrouve Antoine Oricelli. Bonjour Antoine. Merci Antoine, on vous retrouve ce soir à 19h. Retour dans la Voie libre en compagnie de notre invité Christian Scaretti, directeur du Théâtre National Populaire de Villeurbanne. On sort de l'info dans les sujets... Ah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas Antoine. Et c'est pas vrai? Si, ça fait rien. Je vais pas me dire, on me retrouve.
J'ai rien compris, moi. Ah non. oui, d'accord. Ah, oui, d'accord. Okay. J'ai dit qu'on retrouvait Antoine, et en fait, c'est pas lui. Vous pensez que les gens prennent des notes mais à vous me pouvez dire... pas changer le nom du mec? C'est plus ça. Allez, on y retourne. Merci Antoine. On revient dans La Voix libre en compagnie de notre invité Christian Schiaretti, directeur du Théâtre National Populaire de Villeurbanne. On sort de l'info, là, juste. Parmi les sujets d'actualité des derniers jours, il y a cette grogne des intermittents du spectacle qui sont en colère contre la remise en cause de leur système, de leurs conditions d'indemnisation chômage. Je voudrais connaître la position à la fois du directeur de théâtre, du directeur de troupe. Est-ce qu'elle varie ? Elle varie forcément, parce que le directeur de théâtre va vous répondre une chose très simple, c'est que en emploitant un complet, on a nos permanents et en face, on a l'intermittence. Il y a environ, en temps plein, en équivalent temps plein, on a 50 saisonniers intermittents qui travaillent pour faire fonctionner ce théâtre. Donc si il tombe, le théâtre s'arrête. Voilà, c'est très clair. Voilà, ça, c'est le directeur d'institution nationale qui dit de toute façon, quoi qu'on veuille, voilà, c'est cette réalité-là. Dans une lutte, parce que c'est une lutte, pas qu'une grogne, dans cette lutte-là, on n'a pas de point de vue moral à avoir sur les moyens de se faire entendre. Si le moyen est de bloquer l'institution, un gars la bloque. Donc un spectacle, c'est pareil, un festival, c'est pareil. Donc là-dessus, j'ai pas de point de vue moral. Je trouve qu'il y a une lutte, elle est légitime, et cette légitimité conduira sans doute d'ailleurs à une mutilation des outils très très lourde. Bon, ça c'est une chose, c'est le directeur. Maintenant, l'homme de théâtre, lui, se méfie d'un système qui demande d'abord énormément de vertus pour qu'il soit pratiqué. Énormément. Il faut être très vertueux pour pratiquer l'intermittence, parce que, par exemple, pour un acteur intermittent, il va parler de liberté lorsqu'il trouve un contrat extérieur qui n'honore pas une tournée prévue avec un théâtre, parce qu'il va comparer, il n'a pas le contrat, il choisit. Bon. Et moi, je vais appeler ça une infidélité. Donc là, on va se retrouver. Bon. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il faut travailler le plus possible et régulièrement pour que l'outil se forme, pour qu'on soit à un très haut niveau de pertinence. Et que, évidemment, un système dans lequel on est employé régulièrement n'y conduit pas. Donc, la vertu demande, et parfois, de penser plus à l'intérêt collectif qu'à son intérêt individuel. Première chose. Et puis ensuite, la vertu demande aussi à avoir une lecture exacte de ses compétences, d'être certain de ses compétences. Voilà. Donc ça, le système en soi est complexe. D'où, moi, très vite, le désir d'aller dans l'institution et de penser l'argent public comme étant justement une contribution à ma dignité. J'ai été acteur, j'ai refusé le système des agents. C'est comme ça que je suis devenu metteur en scène. J'ai été compagnie, je me suis fait dans une salle de répétition un lieu de production parce que je ne voulais pas aller vendre mes projets. Je trouvais ça pas indigne. Vous voyez, c'est une question de dignité. Donc le système, je l'ai choisi. Mais moi, je l'ai choisi, j'ai milité à ça. Il y a des gens aujourd'hui qui arrivent et des générations qui arrivent dans un système établi. Bon, et ce système-là, aujourd'hui, est pris à fabriquer son marteau et son enclume. L'enclume, c'est des subventions. Le lieu, c'est-à-dire que nous, on a une baisse de 300 000 € la saison prochaine. Donc on va en pâtir très lourdement. Et l'ensemble du métier va avoir ses outils de production qui vont être diminués. Et puis de l'autre côté, sur finalement un corpus de population qui n'est pas si énorme que cela, on martyrise, on pourrait dire, hein, on met dans une situation de paranoïa terrible pour sa vie personnelle, une profession. Eh bien, le résultat, c'est qu'on va être conduit inévitablement à une baisse considérable et très forte de l'ambition que l'on avait à être cette nation-là, une nation qui considérait que 3 éléments étaient fondamentaux, la recherche, l'éducation et la culture. À partir du moment où ce gouvernement, et on l'a bien vu, n'a pas sanctuarisé le ministère le budget de la culture, il sanctuarisait l'éducation et pas la culture. Ça voulait bien dire que l'éducation était considérée comme nécessaire et la culture comme décorative. Et ben voilà où on en est. Le fait que la lutte, enfin le conflit ressurgisse à intervalles réguliers, c'est aussi... Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faut revoir
ce régime d'une façon telle qu'on sépare deux choses. Il y a le spectacle vivant qui est une chose, et puis il y a l'audiovisuel qui en est une autre. Mais bien sûr, mais vous savez, j'ai été président du syndicat, j'avais déjà porté cette question-là, j'avais dit qu'il faudrait distinguer ce qui pourrait être, on va dire, une intermittence artisanale, et qui considère que ce régime lui permet de participer de la culture. Alors là, le MEDEF va dire oui, mais c'est une subvention déguisée. Et alors Enfin, il faudrait peut-être se poser la question de savoir si c'est pas illégitime, et parce que oui, c'est ce qui fait la qualité de la vie, c'est vers quoi on tend. Si on laisse l'organisation de notre monde que à l'économie, que à la compétition, on voit où ça mène. Il n'est pas très beau, le monde. Donc il y a bien un petit problème de ce point de vue-là. Donc il y a d'une part cet artisanat, cette intermittence qui relève de l'artisanat, puis il y en a une autre qui relève plutôt d'une dimension industrielle, et qui fait son beurre aussi. La télévision, et dans les productions télévisuelles, on n'exclut pas du tout cette possibilité-là. Et de ce point de vue-là, il faudrait peut-être observer, la distinguer, la parler, et en fait réinterroger la question philosophique. Il faudrait peut-être aussi se poser la question du statut des acteurs permanents. Il y a quand même le fait que je sois le seul, vous vous rendez compte, c'est le seul restaurant dans lequel il y a des cuisiniers en France. Il faudra peut-être se poser la question de savoir s'il ne serait pas bon qu'on repense complètement ce qu'est et une permanence dans un théâtre et le statut d'un acteur permanent. Sachez qu'en France, un acteur permanent n'a pas de statut. Il n'en a pas. Oui. C'est-à-dire que quand non, il n'en a pas. Ou alors on le met en CDI, ou alors, quand on s'en sépare, il retourne dans le régime général et non pas dans le régime intermittent. Donc il y a de ce point de vue-là un problème, et je pense, oui, qu'il faut le repenser totalement et philosophiquement et productivement. Ça, c'est sûr. Il faut, pour tous. Pour tous. Mais là, au jour d'aujourd'hui, si vous voulez, avec un budget de la culture qui diminue, donc une difficulté, je ne sais pas, Aurélie Filippetti doit être dans une situation extrêmement complexe. Parce que là, ça devient, on est dans une situation très compliquée. Je ne sais pas comment on peut s'en sortir. C'est clair, oui, bien sûr. Allez, on passe au Festival d'Avignon. On l'évoquait tout à l'heure avec Juliette et Olivier. Le Festival d'Avignon démarre dans une dizaine de jours, 4 juillet. Vous y présenterez du 14 au 19, je crois. Oui, c'est ça, oui. Mai, juin, juillet, qu'on a pu voir l'année dernière, la saison dernière au TNP, qui est une grande fresque politique sur 68, qui a été aussi une année sismique pour le théâtre. Le fait d'aller jouer à Avignon, c'est amusant parce que ça parle justement aussi du théâtre à Avignon en 68. Oui, non mais mais vous voulez, c'est pas un hasard. C'était un spectacle, c'est une commande que j'ai voulu faire à propos du rapport qu'a entretenu le théâtre avec l'insurrection ou la révolution avortée de 68. Et donc de voir comment, au fond, à ce moment-là, s'est constitué le visage de la décentralisation telle qu'on la vit aujourd'hui. Donc en quelque sorte, il est totalement en écho avec ce qui se passe aujourd'hui. Toutes les questions y sont posées. Par exemple, est-ce qu'on doit occuper les outils ou pas? Est-ce qu'on doit jouer malgré tout? Est-ce qu'on doit assurer pour notre public la justification de notre état? Ou alors, au contraire, le frustrer de tout pour faire pression sur les autorités publiques? C'est dans l'œuvre. De savoir si il y a des auteurs à mettre à l'index parce qu'ils ne sont pas, du point de vue idéologique, là où on leur donne rendez-vous. Est-ce qu'on doit faire entendre la poésie dans son sens large, ou est-ce qu'on doit au contraire faire entendre le sens dans son sens étroit, de façon à être dans la ligne politique revendiquée par les hommes de théâtre? Voilà, il y a toutes les questions y sont posées. Y compris l'occupation des lieux, puisque à Villeurbanne, au mois de juin, ça se passe à Villeurbanne, et la question d'abord et avant tout de savoir est-ce que c'est une entreprise ou est-ce que c'est un instrument? C'est une question fondamentale quand même. Dans une occupation, à l'Odéon, c'est formidable. Les gars, ils occupent l'Odéon, ils montent sur le plateau. Qu'est-ce que font les techniciens? Ils baissent le rideau de fer et puis ils disent au gars, il est cassé. Bon, les gars, comme ils ne sont pas du métier, ils ne savent pas ni que le rideau de fer n'est pas cassé, mais qu'ils l'ont saboté pour qu'il ne remonte pas. Mais surtout que si les gars ont descendu le rideau de fer, c'est parce qu'autant de gens sur un plateau risquaient d'écrouler la scène. Et qu'ils sont professionnels à ce moment-là et qu'ils respectent leur outil. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est très compliqué. Si on met à disposition d'une lutte un outil dont nous savons, nous, qu'il n'est pas un outil, mais un instrument, et qu'on le protège, eh ben, on va faire attention à ce violoncelle. Et on va se dire, ne vous en servez pas de matraque. Eh ben, cette question-là, aujourd'hui, on la vit et comment? Et c'est un point de tension que cette œuvre-là présente au public, entre autres. Il y a une réflexion beaucoup plus avant sur le visage du théâtre tel qu'il est aujourd'hui et l'origine de ce visage, parce qu'on ne sait pas du tout. Il y a une dimension pédagogique à expliquer comment on en est arrivé là. Voilà. Alors on verra, parce qu'on risque de ne pas le jouer, puisque a priori,
On peut imaginer aujourd'hui que inévitablement le festival sera perturbé. C'est le premier festival d'Olivier Py. C'était le retour d'un artiste à la tête de ce festival. C'est aussi précieux pour tout le monde, y compris d'ailleurs dans les luttes intermittentes. Il ne faut pas l'oublier, parce qu'on n'est pas que dans des intérêts personnels. On est aussi, j'espère, on défend quelque chose du théâtre. Le théâtre n'occupe pas, le théâtre français notamment, n'occupe pas une place première aujourd'hui dans la conscience nationale, même dans la propre conscience du théâtre. On a l'impression d'être beaucoup moins bon que les Allemands, beaucoup moins bon que les Anglais, beaucoup moins bon que les Russes, et qu'on était en train de voir advenir un directeur artiste, c'est-à-dire qui n'était pas un directeur producteur. Hein. Je vous rappelle que j'ai été interdit de Festival d'Avignon pendant 10 ans. C'est pas n'importe quoi, à cause de mes positions. Donc il y avait là peut-être un devenir, peut-être une chance. Et cette chance, il y a bien des chances justement qu'on ne la voit pas advenir, parce que je pense que si le Festival d'Avignon cette année, on n'est pas en 2003, c'est autre chose, hein, est perturbé ou annulé, il aura bien du mal à s'en remettre. On va aborder la question, en tout cas une des questions importantes. Vous n'avez jamais fait mystère de votre intérêt pour la comédie française. Le mandat de l'actuelle administratrice générale, Muriel Mayette, se termine en août. Et vous êtes l'un des... Alors on dit quoi, l'un des successeurs pressentis, l'un des candidats possibles. Candidat, je sais que le terme vous agace. Hein. Non, je suis une des personnalités concernées. Voilà, le poste d'administrateur est un poste récent. En gros, le poste d'administrateur, c'est 1850, je crois. C'est très récent, au fond, qu'il y a des administrateurs. Avant, ça émanait de la troupe, en quelque sorte, et puis il y avait une sorte de grand intendant. Hein, Lagrange fut le premier, voilà. Et le poste a été créé tardivement, et c'est une volonté politique. Le poste d'administrateur général n'est pas le chef de la troupe. L'administrateur général, c'est l'administrateur général. Il est entre l'État et la troupe. Le chef de la troupe, c'est le doyen. Donc, si vous voulez, la question est une question véritablement politique, et au fond, c'est un choix régalien du président de la République. Donc, on regarde dans le métier, ou on regarde dans le français lui-même, dans les sociétaires, dans la société civile aussi, parfois, il y a eu des critiques qui ont été administrateurs du français, et puis on pose la question. Voilà, c'est comme ça. Si on est candidat, si vous voulez, on ramène la comédie française à la dimension d'un centre dramatique ou du scène national pour laquelle on candidate avec un projet original. Déjà, même là, moi, je suis un peu suspect là-dessus. J'entretiens des suspicions à cet endroit. Mais là, bon, on se retrouve face à une institution qui est une des plus vieilles de France. On en a 3 comme ça. On a l'Académie française, on a la Comédie française, on a la Cour des comptes. Donc, on est face à une pépite, à un diamant, à une sorte de précipité de la nation, quoi, en quelque sorte, de notre histoire culturelle. Donc on arrive face à ça, et c'est d'abord et avant tout un choix qui relève de l'autorité présidentielle, alimenté bien sûr par une lecture de la ministre, en l'occurrence Aurélie Filippetti, de notre métier. Voilà. Donc je suis concerné parce qu'on m'a posé la question. La réponse... Vous savez quand? La réponse, vous l'avez dit, ça relève d'une décision qui s'est prise par décret, et donc votée à l'Assemblée. Et donc, au mois d'août, au début août, normalement, l'administratrice n'étant plus en poste, il faut nommer quelqu'un. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir... Moi, j'ai déjà rencontré la ministre de la Culture sur le sujet. Bon, c'est bien passé? Oui, très bien. J'étais totalement dégagé si on me pose la question sincèrement, je l'ai dit à la ministre, donc je peux le dire ici. Hein, si on me pose la question de ma volonté profonde, hein, de ma motivation profonde, elle n'existe pas véritablement. C'est-à-dire que je ne considère pas ça comme un bâton de maréchal. Ce n'en est pas un d'ailleurs. Et donc, je suis face à autre chose que j'appellerais le destin. C'est-à-dire quelqu'un qui s'est posé la question de la troupe pendant 20 ans, qui a milité pour la troupe pendant 20 ans, qui a mis en scène plusieurs fois aux Français, qui a accueilli la Comédie Française, qui a été président du syndicat, et qui se pose la question fondamentalement du répertoire, et au-delà, la question nationale de nos outils, nationale. C'est quoi être français? Cette question-là, qu'elle me soit posée au terme d'un itinéraire, c'est normal. Et la conséquence vis-à-vis de mon itinéraire fait que je dois y répondre le mieux que je peux. Donc, il y a une chance, oui, il y a une chance que j'y aille. Mais après, si on parle de moi, entre moi et moi, c'est une chose compliquée. Parce que ce que je gère, c'est pas ma carrière. Ce que je gère, c'est ma fin de carrière. Donc, si vous voulez, il y a des moments, je me pose la question. Vous voyez, moi, il y a la place du Palais Royal et il y a la place Lazare-Goujon. La place Lazare-Goujon, je l'aime bien. Et oui, alors, imaginons, vous décrochez, enfin, je ne sais pas quel est le terme, vous décrochez le français, vous abandonnez le TNP, non,
Non, parce que ça se négocie. Parce que, si vous voulez, par exemple, lorsque je quitte la Comédie de Reims et que la question du TNP m'est posée, je négocie âprement. On me l'a reproché d'ailleurs. C'est combatif. Maintenant, dans ce combat, j'ai obtenu le départ de Roger Planchon-Digne. On peut le dire quand même. Il est parti avec, sans violence. Les travaux du TNP, on a aujourd'hui un des plus beaux théâtres de France, vous l'avez dit. Et puis enfin, une augmentation substantielle des subventions en mêlant les collectivités territoriales au subventionnement de cette maison. Donc sur 3 points, j'ai obtenu. Je l'ai obtenu par la lutte, par l'âpreté de mes positions. Bon, pour le français, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas la même chose. C'est-à-dire qu'aller aujourd'hui administrer le français, dans la situation actuelle, ça demande des garanties d'accroissement, au moins des possibilités de représentation. J'en dis pas plus. Et puis, pour le TNP, que j'assure que ce théâtre ne rejoigne pas le Rubik's national avec des gens qui veulent à tout prix le TNP ou autre chose et qui font la queue dans les alcôves du pouvoir avec toutes les dangers de la courtisanerie facile. Et moi, ça, je tiens, j'ai pas le droit de regarder qui me succédera, mais je tiens à faire que la définition de cette maison, la responsabilité de le diriger soit d'abord la première des motivations. Vous savez, j'ai fait une chose très simple. Il y a dans le TNP aujourd'hui une exposition qui est calquée sur le modèle du français. C'est-à-dire au français, vous y allez, vous avez des tableaux partout qui expliquent l'histoire de la comédie française depuis 1680. Et nous, au TNP, on a fait sur le siècle quasiment une exposition. Bon, cette exposition qui peut apparaître comme ça décorative, elle est collée dans le mur. C'est-à-dire si vous enlevez l'exposition, vous arrachez le mur. Ça veut dire que en faisant ça, j'ai voulu faire comprendre qu'un metteur en scène qui arrive au TNP, c'est une perle sur le collier. C'est pas un pendentif. Et ce sera le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous. Donc, réponse dans l'été en ce qui concerne la Comédie Française. Sur France 3, très vite cet après-midi à 15h20, ne manquez pas le documentaire L'Avion du Lac de la réalisatrice Anja Unger, qui est consacré à un avion allemand qui a été abattu au-dessus du lac du Bourget. Évidemment, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, ce documentaire, vous avez eu peur, sera suivi à 16h20 du dernier Chronique d'en haut de la saison, consacré à la chaîne des Puits, là aussi. Évidemment, c'est en Auvergne. Merci à tous ceux qui ont œuvré à cette dernière Voix est libre, en particulier à Adrien Gros-Radnez. Passez un bel été que je vous souhaite plein de malice, d'insouciance et de bonnes nouvelles.